Donc, cette année, on a décidé de commencer par la dimension essentielle de l'assurance, qui est celle de la protection, et donc, à travers l'activité en matière de dommages aux biens. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'en 2017, c'est une activité qui a cru, donc, par la croissance, elle a cru avec la reprise économique, et elle a été marquée cette année par des prestations qui ont été notamment tirées à la hausse suite aux événements climatiques, qui représentent une partie tout à fait essentielle. Et ça, c'est pour l'année 2017. Je vais y revenir. Dans 2018, nos priorités, ça va être de travailler donc avec les pouvoirs publics, d'une part, pour un renforcement de la politique de prévention, et puis aussi pour une modernisation, je l'ai dit, du régime des catastrophes naturelles. Commençons par une slide un petit peu traditionnelle, mais qu'on a voulu étoffer cette année, et puis qui illustre bien la présence des assureurs aux côtés des assurés. C'est les 13 millions et demi de sinistres en 2017. Ça représente 1500 par heure. Donc je vous laisse calculer depuis ce matin combien de sinistres ont été enregistrés. Vous voyez que ça illustre d'une part l'importance auprès des particuliers, si on se résume à un chiffre par jour. Ça en fait près de 24 000 en automobile, 9 000 en habitation. Ça montre aussi la relation, le ratio entre les deux, mais aussi aux côtés des entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur. Donc l'assurance dommage, une croissance qui progresse avec la reprise économique. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'essentiel? Que d'abord, donc, elle est tirée à la fois du côté des professionnels comme des particuliers, donc avec 2,3% en moyenne. Qu'en 2017, on a assisté à la reprise du marché de l'assurance en entreprise, et notamment à l'intérieur de ce marché, à l'assurance construction, après 5 années plus ou moins atones. Et on voit bien le lien qu'il y a entre la reprise de l'activité d'un secteur économique et le besoin de s'assurer qui l'accompagne. On distingue aussi des dynamiques distinctes pour les deux principales branches. En ce qui concerne l'assurance automobile, une hausse modérée, plus 1,8%, qui est d'ailleurs en grande partie due à l'agrandissement du parc, qui représente plus de la moitié. Et puis une hausse plus forte de l'assurance habitation, 2,6%. Quand on regarde la situation que ça donne en matière de ratio combiné, ça donne un paysage contrasté. D'une part, une branche automobile qui reste avec des ratios combinés supérieurs à 100, donc qui n'est toujours pas profitable. Et en fait, ça fait maintenant 10 ans que ces ratios sont supérieurs à 100. Et puis, une branche habitation qui, elle, reste profitable, même si on constate en 2017 une remontée du ratio combiné. Alors je disais que l'élément majeur d'explication, c'est l'importance croissante des sinistres climatiques. Et sur cette slide, vous voyez ça de façon extrêmement frappante, avec une accentuation sur le long terme des coûts, c'est-à-dire que depuis 9 ans, le coût moyen annuel est de 2,4 milliards, alors qu'il était de 1,8 milliard sur 20 ans. Et en 2017, bien évidemment, en 2016, vous vous rappelez que c'était les inondations de Seine-et-Loire qui avaient été l'élément marquant de l'année, pratiquement 1,5 milliard de coûts. Cette année, c'est Irma qui représente pratiquement 2 milliards sur les 3 milliards de coûts auxquels on assiste en 2017. Je précise pour ceux qui suivent notre travail que nous avions présenté en 2015 un livre bleu qui s'appelait « Impact du changement climatique sur l'assurance à horizon 2040 ». Ces évolutions sont parfaitement en cohérence avec les tendances qu'on avait dégagées. Et donc, j'en profite pour vous dire que cet ouvrage est disponible et à la fois sur Internet et à la Fédération, si vous le souhaitez. Alors, le climat reste donc un risque stratégique pour l'assurance et pour la réassurance. Vous voyez que ça se traduit logiquement par un doublement en 12 ans du poids des indemnisations directement liées dans l'ensemble des indemnisations en dommages. On est arrivé à 7,4%. C'est donc un risque majeur pour les assureurs et pour les réassureurs. Je parlais d'Irma. Alors, Irma, c'est l'occasion, je crois, de faire un petit focus sur la situation. Je rappelle donc les chiffres, vous les connaissez. Il faut dire que c'est vous le savez, mais je crois que c'est quand même important de le rappeler, que c'est quand même un événement d'une force non seulement exceptionnelle, mais sans précédent, puisque les vents soufflaient à plus de 370 km/h. Juste pour se donner une idée, si vous arrivez à tenir debout sur le toit d'un TGV à pleine vitesse, ça ne fait toujours pas, parce que là, vous êtes à 320. Et donc, vous voyez le type de violence que ça représente.
Et ça représente une violence terrible dans un territoire par ailleurs vulnérable parce que mal assuré. En France métropolitaine, la quasi-totalité des habitations sont assurées. Sur Saint-Martin, c'était 45% des logements. Enfin, 45% des logements n'étaient pas assurés. Donc, c'était 55% des logements qui étaient assurés. Et 40% des commerces ne l'étaient pas. Et même quand ils l'étaient souvent très insuffisamment. Donc, ça pose déjà une question qu'il faut avoir en tête pour l'avenir. C'est l'importance de bien s'assurer et de développer cette culture de l'assurance, notamment dans ces territoires ultramarins. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, vous savez, vous l'avez écrit, je parle à la presse, que nous avons eu un certain retard par rapport à la rapidité avec laquelle et la réactivité avec laquelle nous travaillons lorsque se sont produits des grands événements climatiques sur le sol national. Alors, d'abord, je tiens à dire qu'on a vraiment extrêmement amélioré les process et que donc c'est par rapport à des choses qui sont parfaitement sous contrôle qu'on mesure ce retard de départ. Alors ce retard est une 50aine de jours. Je commence tout de suite par dire qu'on est en train de le rattraper, puisque au moment où nous parlons, on aura dépassé les 3/4 des sinistres qui auront commencé à être réglés. Mais il y avait quand même des événements très particuliers qui expliquent ce retard. D'abord, et c'est simple, l'inaccessibilité des îles. C'est-à-dire qu'entre le premier cyclone et puis le moment où on a pu arriver, il y avait un deuxième cyclone qui arrivait, qui menaçait, et donc il n'était pas possible tout simplement de se rendre sur l'île. Et tout ça, évidemment, a fait perdre 3 semaines. Ensuite, on avait un problème d'identification des propriétaires, puisque il y avait 20% de copropriétaires de biens en défiscalisation qui ne se sont pas manifestés ou dont on n'avait pas la trace, ce qui compliquait évidemment complètement le travail des assureurs. Ajoutons-y la pénurie de main-d'œuvre, parce qu'évidemment, l'île n'était pas dotée des moyens de faire face d'un coup à l'ensemble des réparations, des devis à faire, etc. Et puis aussi, alors je le signale quand même, c'est un sujet de réflexion, il y a eu une vocation qui est née, qui était la vocation d'expert d'assuré. Alors elle est née précocement, puisqu'il y a un certain nombre qui s'en sont découvert cette vocation avant même le cyclone. Et donc ce qui fait que, alors que cette expertise, en moyenne, lorsqu'on regarde les choses en France, elle est de l'ordre de 10% des cas, là elle était à plus de 90% des cas. Donc évidemment, tout ça n'a pas accéléré les procédures, ce qui pose d'ailleurs un sujet qui est la certification à l'avenir de l'expertise, dans l'intérêt même de la profession. Bref, malgré toutes ces difficultés, je le disais, nous sommes en train de rattraper ce retard, et je dois dire, c'est l'occasion quand même de tirer un coup de chapeau, non seulement aux assureurs sur place qui ont dû travailler dans des conditions très difficiles, mais aussi au préfet Gustin et à toute l'équipe qui, sur place, fait un travail formidable dans des conditions qui ne sont vraiment pas simples. On y est allé à plusieurs reprises. Arnaud Schneeweiss est allé avec le Premier ministre. Stéphane Péné y était encore il y a moins de 15 jours. Donc on pourra revenir tout à l'heure, si vous le souhaitez, sur la situation à Saint-Martin. Mais ça n'est que, je dirais, l'extrême d'un phénomène plus général qui se poursuit en 2018, puisque le début de l'année est encore marqué et qu'on voit que cette tendance se poursuit, et avec notamment les tempêtes Carmen et Léonore, pour un coût global de moins de 500 millions, des inondations fin janvier, début février, pour 180 millions, et un épisode de grand froid dont on n'a pas encore pu mesurer tout l'impact, mais qui a touché le sud de la France. Donc, quelle conclusion tirer à ce stade de tous ces événements? D'abord qu'on fait bien. Quand je dis on, ce n'est pas seulement les assureurs, c'est les assureurs, les pouvoirs publics, c'est l'ensemble des services qui sont mobilisés chaque fois que se produisent des événements de cette ampleur, mais qu'on peut faire mieux. Et d'ailleurs, c'était la conclusion qu'on en avait tirée avec le Premier ministre lorsqu'on avait été le voir à l'automne dernier. Il a lancé une mission interministérielle qui doit conclure ses travaux le plus rapidement possible, de sorte qu'un texte, c'est ce qui nous a été dit au ministère des Finances, soit à l'Assemblée, discuté à l'Assemblée nationale au second semestre. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce texte de modernisation du régime CatNat? Je répète que c'est un régime est un bon régime. L'Europe entière considère que c'est un modèle. Mais pour être un modèle, ce n'est pas pour autant qu'on doit rester dans le statu quo. Et il faut faire bouger les choses. Donc, qu'est-ce qu'on en attend? On en attend d'abord plus de prévention en matière de sinistres et plus d'équité entre les assurés. Donc,
vous voyez nos propositions sur la slide qui est derrière moi. D'abord, développer la culture de la prévention auprès de tous, et notamment les citoyens, mais aussi les élus, en systématisant les plans de prévention des risques naturels et en les déclinant dans les plans communaux de sauvegarde. L'observation montre que les dégâts peuvent aller du simple au double, voire plus, selon qu'il y a ou non eu un plan de prévention qui a été fait, et on voit qu'il n'y a pas assez de plans de déposés, et quand ces plans sont déposés, il n'y en a pas assez qui sont mis en exécution. La seconde chose, c'est d'intégrer la garantie, enfin, il y a des propositions multiples, mais je vais à l'essentiel, intégrer la garantie frais de relogement dans tous les contrats et l'inclure dans le régime CatNat. Ça, c'est un enjeu d'équité, parce qu'aujourd'hui, j'étais avec le président de la République à Villeneuve-Saint-Georges lors des inondations, et il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient en disant « mais c'est pas normal, mon voisin, il a pu voir ses frais de sa prise en charge de son relogement, et moi, je suis obligé d'être dans des conditions déplorables, etc. » Pourquoi ? Parce que tant que cette disposition n'est pas prévue dans le régime de CatNat, eh bien, elle dépend des contrats qui sont pris individuellement par les uns par les autres. Et c'est donc extrêmement incompréhensible pour les gens de voir leurs voisins bénéficier d'un droit qu'eux n'ont pas. Une fois que ce sera intégré dans le régime CatNat, ce sera donc accessible à tous. Et puis, il y a, je ne rentre pas trop, c'est complexe, mais on pourra en reparler si vous le souhaitez, il y a tout le système des franchises, qui a été mis en place, on pensait, enfin, avec de bonnes intentions, mais qui ne fonctionne pas bien, parce qu'il est à la fois trop lourd pour les commerçants, les artisans, et il est incompréhensible pour les particuliers. Bref, nous sommes en dialogue avec les pouvoirs publics et nous attendons de faire des simplifications et des modernisations d'ici la fin de l'année. Je crois que ce sera profitable pour tous les Français. Il y a une catégorie de Français auxquels il faut penser, ce sont les agriculteurs. Et lorsqu'on parle d'événements climatiques, c'est une profession, un secteur qui est touché plus que d'autres. Donc, l'année 2017 a été une année difficile pour eux, après déjà 2016, où les inondations avaient frappé. Donc, l'événement majeur, c'était le gel de printemps sur les vignes, pour un coût estimé à lui tout seul à 200 millions d'euros. Donc, les résultats de la branche sont à nouveau dégradés, et ce qu'on constate, globalement, c'est que le monde agricole est insuffisamment couvert, que donc la mutualisation ne joue pas pleinement. Donc, de ce point de vue-là, les efforts doivent venir de tout le monde, ils doivent venir des assureurs, et ça a déjà été le cas en 2017, puisqu'il y a eu des nouvelles offres plus accessibles et des solutions qui ont été apportées, notamment en matière de culture fourragère, donc innovation dans les offres. Mais il faut penser à l'avenir et notamment à la révision de la politique agricole commune. Et l'objectif que la profession met en avant serait celui de doubler quasiment la surface agricole couverte par l'assurance d'ici 2002, en passant d'un peu plus de 15% à au moins 30% des surfaces donc exploitées. Je passe à nos secteurs traditionnels, l'auto, l'habitation. Donc, ce qui caractérise le dommage auto en 2017, c'est deux tendances assez faussement identiques entre les accidents corporels et les accidents matériels, parce que dans les deux cas, on observe une baisse de la fréquence, mais elle est plus forte dans un cas que dans l'autre. Pour les dommages corporels, c'est 2% des sinistres, mais c'est 35% des coûts. Donc, on observe une baisse modérée de la fréquence, mais un coût en hausse soutenu, qui d'ailleurs est continu depuis 2010, de l'ordre de 4% par an. Pour les dommages matériels, la baisse de la fréquence est plus forte, et la hausse du coût moyen, elle est moins forte qu'en corporel, et donc cette hausse s'explique essentiellement, mais je vous l'avais déjà dit l'an dernier, par l'augmentation du coût des technologies embarquées, l'électronique, etc., qui fait que même les petits accrochages sont plus coûteux. En habitation, on constate, hors événement climatique, une grande stabilité de la fréquence des sinistres, donc que ce soit, et pour leur catégorie essentielle, les cambriolages, les dégâts des eaux, les incendies. Vous remarquez que le niveau de la fréquence des cambriolages est pratiquement revenu à son niveau de 2010. C'est le moment puisqu'on parle d'habitation, je vous ai dit la profession avait une grande novation à présenter, c'est le cas avec cette procédure simplifiée pour les assurés des logements collectifs. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas un sujet planétaire, mais pourtant, c'est un sujet extrêmement important. Il faut savoir qu'il y a en France 15 millions de logements collectifs. Donc,
15 millions multiplié par les foyers qui les abritent, vous voyez que ça fait largement plus de la moitié des Français. Et donc, ce qu'on observait lorsqu'on écoutait, notamment à travers les organisations de consommateurs, les Français, c'est que c'était à chaque fois très compliqué parce qu'il y avait l'assureur de l'un, l'assureur de l'autre, et que les gens devaient se mettre d'accord, ça multipliait les experts, ça multipliait les procédures. Bref, c'était à la fois long, coûteux et pénible. Pénible parce que, surtout pour des personnes âgées, lorsqu'elles ont des dégâts des eaux, c'est toujours quelque chose de plus intrusif que pour les autres. Bref, il fallait essayer de régler le problème, c'était très compliqué parce qu'il fallait que tous les assureurs se mettent d'accord, sinon ça ne marche pas. Et donc c'est déjà une très belle illustration du rôle de la FFA, c'est d'avoir permis à travers la commission dommages de réunir tous les assureurs pour vraiment se retrousser les manches. Je ne sais pas si Stéphane Leroux est dans la salle, le président de la commission dommages n'est pas là, mais il a donc animé tous ces travaux en 2017 et on est parvenu donc à un accord qui est un engagement de la profession, qui a été adopté en Assemblée générale à la fin de l'année 2017 et qui va entrer en vigueur à partir de juin 2018. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Il n'y a plus qu'un seul assureur pour gérer le sinistre, il n'y a plus qu'un seul expert pour l'ensemble des parties, et lorsqu'il y a un dégât des eaux, il y aura une prise en charge systématique des recherches de fuite. Donc, voilà, ça c'est du concret et c'est quelque chose qui, je crois, va vraiment simplifier la vie des gens et on travaille dans tout. C'est un bon exemple des travaux que mène la Fédération avec ses membres. Alors ça c'était, je passe du dégât des eaux au risque cyber, évidemment, là c'est un petit peu une accélération de l'histoire, mais je disais, vous avez vu tout à l'heure que ces risques technologiques étaient au premier plan des préoccupations de l'assurance, de la réassurance. Ils le sont aussi aux préoccupations des Français. Dans les entreprises d'une part, mais même au quotidien. Enfin, la presse s'est faite l'écho des attaques en 2017. Vous vous souvenez de NotPetya, de WannaCry. Bon, tout ça, c'est des événements majeurs, mais ils reflètent, c'est la face la plus visible d'un iceberg de cyber-risques qui montent. Donc, nous avions, c'est notre rôle, anticipé cela, je crois que j'en avais déjà parlé au cours des années précédentes, mais depuis 3 ans. Et l'année dernière, 3 aboutissements à ce travail de fond de la Fédération. D'une part, la publication de la plaquette de sensibilisation des TPE-PME au risque cyber. Ensuite, le rapport du Club des juristes, puisque nous avons réuni autour d'une même commission, à l'initiative du Club des juristes, et on m'a demandé de présider cette commission, ce que j'ai fait avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir, parce que c'était vraiment passionnant et ça continue. Donc on a réuni les juristes, les professionnels des technologies, les assureurs, les réassureurs, la Commission européenne, les risques managers, le parquet de Paris, la police, enfin bref, tous les acteurs concernés, même au niveau de l'OCDE, bref, pour essayer de démêler, de voir quelles étaient encore les failles dans les dispositifs ou les trous dans la raquette. Et donc ça va donner lieu à 3 publications, une qui est déjà disponible, elle aussi, elle est disponible à la sortie si vous le souhaitez. Elle a eu un énorme succès, on a dû réimprimer plusieurs fois parce que ça concerne beaucoup de gens. C'est l'assurance cyber. On va en faire un sur les questions des juridiques qui se posent à l'ensemble du système, ça sortira dans 2-3 mois. Et puis ensuite sur la formation et l'éducation, parce que c'est un sujet qui commence à l'école, je dirais. On apprend aux enfants à traverser entre les clous à la sortie de l'école, sur les lignes... eh bien, il faut aussi leur apprendre à se servir d'Internet, sinon ils sont les premières victimes de ces cyberattaques. Donc voilà, 2018 sera une année charnière, on l'a dit, avec les nouvelles réglementations européennes. Je passe à la santé. La santé, pour noter que 2017 a été une année de croissance forte pour nos adhérents et qu'en 2018, nous serons face à un double défi. Celui de développer les partenariats avec les professionnels de santé, et puis c'est le réussir, ce challenge qui a été lancé par le gouvernement, qui est celui du zéro reste à charge. Je vais y revenir. Alors, d'abord, un constat positif, celui que le chiffre d'affaires des sociétés d'assurance en complémentaire santé individuelle et collective croît régulièrement. Depuis l'ANI, l'accord national interprofessionnel, les assureurs ont renforcé leur part de marché sur les contrats santé collectifs, vous voyez ça sur le graphe. Ce qui fait qu'en 2017, pour la première fois, les souscriptions de contrats collectifs ont été aussi importantes que celles des contrats individuels. C'est un moment donc tout à fait significatif. Les restes à charge, vous le savez, c'est un
débat qui a été lancé pendant la campagne présidentielle et que le gouvernement donc s'est donné comme objectif de prendre. Vous voyez que sur ce schéma, très intéressant, c'est de voir que, avant de parler des restes à charge, on voit qu'en France, le reste à charge est le plus faible d'Europe. C'est très net. 7% pour les ménages, contre une moyenne de 15% dans les 15 de l'Union européenne. Et ceci est grâce au travail des complémentaires. Donc, en général, le reste à charge en France est plutôt mieux traité qu'ailleurs. Mais, et là le mais a tout son poids, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels, effectivement, le reste à charge est très supérieur à ce qu'il est en moyenne. Et ça, c'est dans les sujets qui ont été identifiés à juste titre par le gouvernement, c'est les frais dentaires, les frais d'optique, les frais d'audioprothèse. Donc, moi j'ai dit depuis le départ, vous voyez que les chiffres sont à mettre en rapport avec le total des dépenses courantes de santé, les 241 milliards. Donc, c'est pas pour en minimiser l'importance, c'est juste pour en évaluer le poids relatif. Et donc, la fédération, de ce point de vue-là, depuis le départ d'ailleurs, s'est prononcée pour accompagner, essayer de travailler de la façon la plus concrète et la plus efficace possible pour remplir ces objectifs. Donc, nous proposons en fait la mise en place d'un panier de soins construit sur 3 piliers. Bien entendu, nous avons besoin d'avoir des soins essentiels qui soient couverts. Par exemple, je prends un exemple illustratif, les couronnes céramo-métalliques sur les dents visibles. Ensuite, il faut que le budget soit réaliste et contenu. Donc, les équipements verres et montures doivent être proposés pour toutes les corrections, mais bien évidemment, ça tout le monde le conçoit bien, l'accessoire de mode qui est la monture n'a pas à être intégré dans cet engagement. Et puis des actions de prévention, c'est très important, avec notamment des campagnes de détection des déficiences visuelles chez les jeunes, mais d'une façon générale, la prévention a été un peu le parent pauvre au cours des 10 années précédentes. Il est extrêmement important de la rétablir, surtout si on a des préoccupations sur longue période. Donc nous, pour réussir ce chantier, nous travaillons, alors ce sont 3 domaines, on pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez, mais c'est évidemment 3 domaines très différents, on ne peut pas aligner les solutions entre l'optique ou le dentaire, mais d'une façon générale, nous considérons que les réseaux de soins sont un levier essentiel pour la réduction de ces restes à charge. C'est déjà le cas aujourd'hui. Vous voyez les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. 60% de différence sur les verres simples par rapport au prix hors réseau. Donc, nous travaillons avec le gouvernement pour tenir cet engagement. Alors, il y a un autre sujet qui, avec le conflit des EHPAD, fait l'actualité et sur lequel la fédération et les assureurs souhaitent être force de proposition, parce que c'est un enjeu majeur pour la société française, c'est la dépendance. Donc, vous voyez les graphes, ça va être un sujet qui va toucher de plus en plus de gens dans une société française qui vieillit, ce qui est une bonne chose, ça veut dire un allongement de la durée de la vie, mais dont on voit bien que déjà aujourd'hui, les dispositifs existants ne permettent pas de faire face aux besoins, et si on ne fait rien, il est évident que ça va aller de mal en pis. Il faut donc réagir, proposer, et ça exige des choix courageux. On sait ce que sont les demandes des Français. Pas toujours ce qui a été choisi dans le passé, mais par exemple, on sait que leur demande numéro 1, c'est le maintien à domicile chaque fois que c'est possible. Donc, les solutions pour les maintiens à domicile qui existaient il y a 10 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Nous avons les nouvelles technologies, nous avons les progrès de la domotique, nous avons les progrès de la e-santé, nous avons les progrès de la prévention. Il y a énormément de choses. Ça n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de prise en charge globale du sujet. Les conditions d'accueil sont mises en question. Mais par exemple, parce qu'on considère qu'un EHPAD, c'est un endroit où les gens quittent leur domicile pour aller être installés dans un EHPAD. Il y a beaucoup de cas dans lesquels ce changement n'est pas approprié, dans lesquels les gens pourraient être à domicile, mais ont besoin, parce que les aidants, qui sont les millions de gens qui sont leurs familles et qui sont ceux qui les accompagnent, ne peuvent pas les prendre en charge pendant la journée. Donc il pourrait y avoir un accueil beaucoup plus simplifié pendant la journée pour permettre aux gens de rentrer chez eux le soir. Enfin, il y a tout un ensemble de dispositions qu'il est dans l'intérêt général de mettre en place, mais qui suppose évidemment des solutions. Alors, la profession a développé ces propositions, parce que vous savez qu'on a été sollicité dans le passé par les pouvoirs publics
il y a 10 ans, nous a dit que la dépendance serait un sujet essentiel politique, puis l'année d'après, et puis l'année d'après, et puis l'année d'après, bon, et puis ensuite on nous a refait le coup il y a 5 ans. Bon, on peut être optimiste, puisque cette année, ça n'était pas dans la campagne présidentielle. Alors, nous proposons de développer une assurance dépendance universelle. Quand je dis universelle, ça veut dire pour tous. Alors, elle suppose, et on pourrait y revenir plus tard, mais elle suppose quoi? Elle suppose d'abord de rééquilibrer le partenariat avec, et quand je parle de partenariat, c'est pour dire qu'il n'y a pas une seule solution intégralement publique ou intégralement privée. Ça ne peut fonctionner qu'en partenariat avec les dispositifs de solidarité nationale. D'une part, pour couvrir tous les Français en assurance dépendance, et évidemment pour rendre le financement soutenable, ce qui veut dire d'augmenter évidemment le financement, la part de financement par capitalisation, et sans doute d'encourager des solutions qui soient fondées sur les possibilités contributives de chacun. Il faut donner la priorité à la prévention et aux nouvelles technologies, j'en parlais dans un instant, mieux communiquer nos offres, souscrire des garanties, notamment en mobilisant l'assurance vie, et fournir des garanties de haut niveau de qualité, et notamment de minimum de garanties financières. C'était toute la logique de ce label GAD, que nous avons conçu il y a donc 5 ans, et qui réalise vous le trouverez en annexe les chiffres, je n'ai pas voulu leur dire la présentation, mais qui rencontre le succès, puisqu'aujourd'hui un contrat sur 2 est un contrat qui obéit à ce label de qualité minimale, enfin minimale, de base, qui permet donc de constituer une réponse, je dirais, solide, même si elle n'est pas forcément la meilleure possible, mais solide, robuste par rapport au risque de dépendance.